Peu de jours après, Monsieur Desormes fut appelé à Paris pour une affaire importante. Il aurait désiré y aller seul, mais sa femme voulut absolument l'accompagner, disant qu'elle avait à faire des emplettes indispensables. Elle se rendit en toute hâte chez sa belle-sœur de Sémiane pour lui annoncer son départ. « Madame de Sémiane, et Christine, l'emmenez-vous » ? Madame Desormes. « Certainement non. Que voulez-vous que j'en fasse pendant mes courses, mes emplettes ? Je n'emmène que ma femme de chambre et un domestique. » Madame de Sémiane. « Que deviendra donc Christine ?» Madame Desormes. « D'abord, mon absence durera à peine 15 jours. Elle restera avec sa bonne, qui n'a pas autre chose à faire qu'à la soigner. » Madame de Sémiane. « Il me semble que Christine la craint beaucoup. Ne pensez-vous pas qu'elle soit trop sévère ?» Madame Desormes. « Pas du tout. Elle est ferme, mais très bonne. Christine a besoin d'être menée un peu sévèrement. Elle est raisonneuse, impertinente même, et toujours prête à résister. Madame des Sémiennes. Je ne l'aurais pas cru. Elle paraît si douce, si obéissante. Je la ferai venir souvent chez moi pendant votre absence. N'est-ce pas ? Madame Desormes. Tant que vous voudrez, ma chère, faites comme vous voudrez, et tout ce que vous voudrez, pourvu qu'elle reste établie aux Ormes avec sa bonne. Adieu, je me sauve, je pars demain, et j'ai tant à faire. Madame Desormes rentra, s'occupa de ses paquets, recommanda à Mina de mener souvent Christine chez sa tante de Sémiane et partit le lendemain de bonne heure. Cette absence devait être de 15 jours. Elle se prolongea de mois en mois pendant 2 ans, à cause d'un voyage à la Martinique que dut faire Monsieur Desormes, qui avait placé là une grande partie de sa fortune. Madame Desormes voulut à toute force l'accompagner, car elle aimait tout ce qui était nouveau, extraordinaire et surtout les voyages. Pendant ces 2 ans, les Sémiane et Monsieur de Nancé ne quittèrent pas la campagne. Heureusement pour Christine, qui voyait sans cesse Gadriel, Bernard et leur ami François. Christine conçut une amitié très vive pour François, dont la bonté et la complaisance la touchaient et lui donnaient le désir de l'imiter. Elle allait souvent passer des mois entiers chez sa tante, qui avait pitié de son abandon. Mina était hypocrite aussi bien que méchante, de sorte qu'elle sut se contenir en présence des étrangers et que personne ne devina combien la pauvre Christine avait à souffrir de sa dureté et de sa négligence. Christine n'en parlait jamais parce que Mina l'avait menacée des plus terribles punitions si elle s'avisait de se plaindre à ses cousins ou à quelque autre. Paolo aimait et protégeait Christine. Il aimait aussi François, auquel il donnait des leçons de musique et d'italien, ce qui lui faisait gagner 50 francs par mois, somme considérable dans sa position et suffisante pour le faire vivre. Il avait aussi quelques malades qui l'appelaient, le sachant médecin et peu exigeant pour le paiement de ses visites. D'ailleurs, il passait des semaines entières chez Monsieur de Nancé. Ces 2 années se passèrent donc heureusement pour tous nos amis. On avait tous les mois à peu près des nouvelles de Monsieur et de Madame Desormes. Ils annoncèrent enfin leur retour pour le mois de juillet et cette fois, ils furent exacts. Le lendemain du retour de Monsieur et de Madame Desormes, ils reçurent un mot de Madame de Sémiane qui leur demandait de venir passer la journée suivante avec eux et d'amener Christine. « Il faut, disait-elle, que je vous présente un nouveau voisin de campagne, Monsieur de Nancé, qui est charmant, et un demi-médecin italien, fort original, qui vous amusera. Il me fait savoir par un billet attaché au collier de mon chien de garde qu'il viendra chez moi demain. Amenez-nous Christine. Gabriel vous le demande instamment. Madame Desormes. Je suis bien aise que votre sœur fasse quelques nouvelles connaissances dans le voisinage. Nous en profiterons et nous les engagerons à dîner pour la semaine prochaine. Monsieur Desormes. Comme vous voudrez, ma chère, mais il me semble qu'il vaudrait mieux attendre qu'ils nous eussent fait une visite. Madame Desormes. Pourquoi attendre? Si l'un est charmant et l'autre original, comme dit notre sœur, je veux les avoir chez moi. Ils nous amuseront. Monsieur Desormes garda le silence, comme d'habitude, devant l'opposition de sa femme. Elle courut dans sa chambre pour préparer sa toilette du lendemain. Elle ne songea pas à Christine, mais Monsieur Desormes
prévint la bonne qu'ils emmèneraient Christine avec eux. Les yeux de Christine brillèrent. Elle eut peine à contenir sa joie. Sa bouche souriait malgré elle, et ses joues s'animèrent d'un éclat extraordinaire. Mais la présence de sa bonne arrêta tout signe extérieur de satisfaction. Elle resta silencieuse et immobile. La journée lui parut interminable. Le lendemain, elle s'éveilla de bonne heure, sa bonne dormit tard, et la pauvre Christine attendit 2 grandes heures le réveil de Mina. La certitude d'avoir une journée de liberté mit la bonne de belle humeur. Elle ne brusqua pas trop Christine, ne lui arracha pas les cheveux en la peignant, ne lui mit pas trop de savon dans les yeux en la débarbouillant, l'habilla proprement et lui donna pour son premier déjeuner un peu de beurre sur son pain, douceur à laquelle Christine n'était pas accoutumée, car la bonne mangeait habituellement le beurre et le chocolat au lait destinés à Christine et ne lui donnait que du pain et une tasse de lait. La matinée s'avançait. Personne ne venait chercher Christine. Elle commençait à s'inquiéter, surtout quand elle entendit les allées et venues qui annonçaient le départ, et enfin le bruit de la voiture devant le perron. Elle n'osait rien demander à sa bonne, mais son visage s'attristait, ses yeux se mouillaient, lorsque la porte s'ouvrit et Monsieur Desormes entra. S'avançant vers elle, « Christine, nous partons. Es-tu prête, Christine ?»« Oui, papa, depuis longtemps, Monsieur Desormes. Pourquoi tes yeux sont-ils pleins de larmes? Aimes-tu mieux rester à la maison, Christine? Oh non, non, papa, j'avais peur que vous ne m'oubliassiez. Monsieur Desormes, ma pauvre fille, je ne t'oublie pas, tu le vois bien. Allons vite, pour ne pas faire attendre ta maman. » Christine ne se le fit pas dire 2 fois et courut à son père, qui l'emmena précipitamment. Il entendait la voix mécontente de sa femme, elle arrivait au perron et appelait. « Monsieur Desormes, ne vous impatientez pas, ma chère. J'étais allé chercher Christine, Madame Desormes. »« Bonjour, Christine. Pourquoi n'es-tu pas venue chez moi? » Christine. « Maman, j'attendais ma bonne, qui m'avait défendu de sortir sans elle. » Madame Desormes. « Mina a toujours des idées baroques. Quelle nécessité d'enfermer cet enfant et de l'empêcher de venir dans ma chambre. Et toi, Christine, si tu avais eu un peu d'esprit, tu n'aurais pas attendu la permission de Mina. Comme tu es rouge, Christine, tu n'es pas jolie, ma pauvre fille. » Monsieur Desormes. Il est impossible de savoir si elle a de l'esprit, puisqu'elle ne parle guère, devant nous, du moins. Et quant à sa laideur, je ne puis vous l'accorder, car elle vous ressemble extraordinairement. Monsieur Desormes sourit malicieusement en disant ces mots, et voulut aider sa femme à monter en voiture. Mais elle le repoussa en disant avec humeur « Laissez-moi, je monterai bien sans votre aide. » Il prit Christine dans ses bras et voulut la mettre dans la voiture, près de sa mère. « Mettez-la sur le siège, » dit Madame Desormes. « Elle va chiffonner ma jolie robe ou elle la salira avec ses pieds. » Monsieur Desormes plaça Christine sur le siège, près du cocher. « Faites bien attention à la petite, » dit-il en la lui remettant. Le cocher. « Que monsieur soit tranquille, j'y veillerai. Elle est si mignonne, si douce, pauvre petite. Ce serait bien dommage qu'il lui arrivât quelque chose. » Christine n'avait pas dit un mot tout ce temps. Elle osait à peine respirer, tant elle avait peur d'augmenter l'humeur de sa mère et d'être laissée à la maison. Quand la voiture partit, elle poussa un soupir de satisfaction. « Vous avez quelque chose qui vous gêne, mademoiselle Christine ?» demanda le cocher. Christine. « Non, au contraire. Je suis si contente que nous soyons partis. J'avais si peur de rester à la maison. » Le cocher. « Pauvre petite mamselle, votre bonne vous rend la vie dure tout de même. » Christine. « Oh, taisez-vous, je vous en prie, bon Daniel. Si ma bonne le savait. » Le cocher. « C'est vrai tout de même, pauvre petite, vous n'en seriez pas plus heureuse. » Christine. « Mais je vais voir Gabrielle, qui est si bonne pour moi, et le petit François qui est si bon, et mon cousin Bernard que j'aime tant. Je suis heureuse, très heureuse, je vous assure. Aujourd'hui, dit Daniel en lui-même, mais demain ce sera autre chose. » Christine ne parla plus. Elle songea avec bonheur à la bonne journée qu'elle allait passer. La route n'était pas longue, on ne tarda pas à arriver, car il n'y avait que 3 kilomètres
du château des Ormes à celui de monsieur et madame de Sémiane. Gabriel et Bernard se précipitèrent à la rencontre de leur cousine, que monsieur Desormes avait fait descendre de dessus le siège. « Viens vite, lui dit Gabriel. J'ai habillé une poupée comme une mariée. Viens voir comme elle est jolie. Elle est pour toi. » Madame Desormes était déjà entrée au salon et Christine se laissa aller à toute sa joie. Gabriel et Bernard l'emmenèrent dans leur chambre. Madame Desormes faisait la gracieuse avec monsieur de Nancy, que lui avait présenté Madame de Sémiane. Et l'Italien, qui saluait et qui faisait son possible pour plaire à Madame Desormes, afin d'être engagé à aller la voir, ce qui lui ferait une connaissance de plus. Il avait bien vite deviné que c'était à Madame Desormes qu'il fallait plaire pour être admis chez elle. Aussi ne cessa-t-il de chercher les occasions de lui être agréable. « Madame la comtesse est servie », annonça un valet de chambre. Chacun se dirigea vers la salle à manger. Madame Desormes regardait souvent Christine et la reprenait du geste et de la voix. « Tu manges trop, Christine. N'avale donc pas si gloutonnement. Tu prends de trop gros morceaux. » Christine rougissait, ne disait rien. François, qui était en face d'elle, la voyant prête à pleurer, après une 10e observation, ne put s'empêcher de répondre pour elle. « C'est parce qu'elle a très faim, madame. D'ailleurs, elle ne mange pas beaucoup. Elle coupe ses bouchées aussi petites que possible. » Madame Desormes ne connaissait pas François. Elle le regarda d'un air étonné. « Madame Desormes, qui êtes-vous, mon petit chevalier, pour prendre si vivement la défense de Christine ? » « François, je suis son ami, madame, et je la défendrai toujours de toutes mes forces. » « Madame Desormes, qui ne sont pas grandes, mon pauvre petit. » François. « Non, c'est vrai, mais j'ai papa pour soutien, si j'en ai besoin. » Madame Desormes, d'un air moqueur. « Oh, voudriez-vous me livrer bataille par hasard ? Et où est-il votre papa, mon petit Ésope ? » « À côté de monsieur Siéman, madame, » reprit monsieur de Nancy d'une voix grave et sévère. Madame Desormes, très surprise. « Comment ? Ce petit, cet aimable enfant ? » Monsieur de Nancy. « Oui, madame, ce petit Ésope, comme vous venez de le nommer, est mon fils. J'ai l'honneur de vous le présenter. » Madame Desormes, embarrassée. « Je suis désolée, je suis charmée, je regrette de ne l'avoir pas su plus tôt. » Monsieur de Nancy. « Vous lui auriez épargné cette nouvelle humiliation, n'est-ce pas, madame ? Pauvre enfant, il en a tant supporté. Il y est plus fait que moi. » François. « Papa, papa, je vous en prie, ne vous en affligez pas. Je vous assure que cela m'est égal. Je suis si heureux ici, au milieu de vous tous. Bernard, Gabriel et Christine sont si bons pour nous. Je les aime tant. Et nous aussi nous t'aimons tant, mon bon François, dit Christine à demi-voix, en lui serrant la main dans les siennes. Et nous t'aimerons toujours. Tu es si bon, reprit Gabriel, en lui serrant l'autre main. Bernard. Et partout et toujours nous nous défendrons l'un l'autre. N'est-ce pas, François ? Madame Desormes était restée fort embarrassée pendant ce dialogue. Monsieur Desormes ne l'était pas moins qu'elle pour elle. Monsieur et Madame de Sémiane étaient mal à l'aise et mécontents de leur sœur. Monsieur de Nancy restait triste et pensif. Tout à coup, Paolo se leva, étendit le bras et dit d'une voix solennelle. « Écoutez tous, écoutez-moi, Paolo. J'ai dit et j'ai jure que lorsque cet enfant, que la signora appelle Esopo, aura 21 ans, il sera aussi grand, aussi belle que son respectable signor padre. C'est moi qui les ferai, parce que l'enfant est bon, qu'il m'a fait un énorme bienfait, et que je l'aime. Monsieur de Nancy, c'est la seconde fois que vous me faites cette bonne promesse, monsieur Paolo. Mais si vous pouvez réellement redresser mon fils, pourquoi ne le faites-vous pas tout de suite ? Patience, signor mio, je suis médecin. À présent, impossible, l'enfant grandit. À 18 ou 20 ans, c'est bon, mais avant, mauvais. Monsieur de Nancy soupira et sourit tout à la fois en regardant François, dont le visage exprimait le bonheur et la gaieté. Il causait d'un air fort animé avec ses amis. Tous parlaient et riaient, mais à voix basse pour ne pas troubler la conversation des grandes personnes. Le déjeuner était fort avancé.
Bernard demanda à sa mère s'il pouvait sortir de table avec Gabriel, Christine et François. La permission fut accordée sans difficulté et les enfants disparurent pour s'amuser dans le jardin. Christine. Mon bon François, comme je te remercie d'avoir pris ma défense. Je ne savais plus comment faire pour manger comme maman voulait. François. C'est pour cela que j'ai parlé pour toi, Christine. Je voyais bien que tu n'osais plus manger, que tu avais envie de pleurer. Ça m'a fait de la peine. Christine. Et moi aussi, j'ai eu du chagrin quand maman a eu l'air de se moquer de toi. François. Oh, il ne faut pas te chagriner pour cela. Je suis habitué d'entendre rire de moi. Cela ne me fait rien. C'est seulement quand papa est là que je suis fâché, parce qu'il est toujours triste quand il entend se moquer de ma bosse. Il m'aime tant, ce pauvre papa. Christine, je t'assure, Bernard, que tu te trompes. Maman m'aime. Seulement, elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Bernard, pourquoi n'a-t-elle pas le temps? Christine, parce qu'il faut qu'elle fasse des visites, qu'elle s'habille, qu'elle essaye des robes. Et puis elle a des personnes qui viennent la voir. Et puis ils sortent ensemble. Et puis, beaucoup d'autres choses encore. François, et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Christine, je reste avec ma bonne. Et c'est ça qui est terrible. Elle est si méchante, ma bonne. François, pourquoi ne le dis-tu pas à ta maman? Christine, parce que ma bonne me battrait horriblement. Elle dirait des mensonges à maman. Et je serais encore grondé et puni. François, pourquoi ne dis-tu pas à ta maman que ta bonne est une méchante menteuse? Christine, maman ne me croirait pas. Elle croit toujours ma bonne. François. Alors, moi, je vais le dire à papa pour qu'il le dise à ta maman. Christine. Non, non, François, je t'en prie, ne dis rien. Ma bonne me gronderait et me battrait bien plus. Et maman ne me croirait pas. Je n'en parle qu'à toi, parce que je t'aime plus que tout le monde. François. Mais tu es malheureuse, pauvre Christine, et je ne peux pas supporter cela. Christine. Mais non, quand je suis ici, avec toi surtout, je suis très heureuse. J'y viens presque tous les jours. Et quand ma bonne n'est pas avec moi, je ne suis pas malheureuse. François. Je voudrais bien que papa allât chez toi. Christine. Pourquoi n'y vient-il pas? François. Parce que ta maman voit beaucoup de monde, elle est très élégante, et papa n'aime pas cela. Christine. Mais il vient chez ma tante, c'est la même chose. François. Il dit que non, que vous êtes tous très bons, que ta tante et ton oncle ne font pas d'élégance, qu'ils reçoivent simplement et sans toilette, et je ne sais quoi encore que j'ai oublié. Bernard et Gabriel, qui s'étaient éloignés, reviennent. Bernard. C'est ennuyeux de ne rien faire. Si nous commencions notre pêche aux écrevisses. Gabriel. Oui, oui, commençons. Demandons les pêchettes, la viande crue, les paniers. Bernard. Mais il nous faut quelqu'un pour nous aider. François. Voici tout juste Monsieur Paolo. Mais il ne nous voit pas. Les enfants se mirent à crier. Monsieur Paolo, par ici. Paolo se retourne et s'avance vers eux à pas précipités. Il salue. Messieurs, mesdemoiselles, à quel service vous voulez Paolo? Les voici. François. Mon bon monsieur Paolo, voulez-vous nous aider à arranger nos pêchettes pour 30 des écrevisses? Paolo. Oui, signor. Tout pour votre service. Paolo, reconnaissant, n'oublie jamais de bon ni mauvais. Vous coururent chercher ce qu'il leur fallait et revinrent près du ruisseau. Paolo allait, venait, déployait les pêchettes, les mettait dans l'eau. Pas là, pas là, criaient Bernard et Gabriel. Il n'y a pas d'eau, il n'y a que des pierres. Paolo. L'écrevisse aime les pierres, signor Bernardo. Bernard. Quand les pierres sont dans l'eau, mais pas quand elles sont perchées en l'air. Paolo. L'écrevisse a des pattes, signor Bernardo. Bernard. Pour marcher dans l'eau. Mais pas pour en sortir, grimper et tomber. Paolo. L'écrevisse a une queue, signor Bernardo. Bernard. Pour se soutenir dans l'eau, mais pas en l'air. Paolo. L'écrevisse a une peau dorée, signor Bernardo. Bernard. Ah bah, vous m'ennuyez, monsieur Paolo. Je vous dis que les pêchettes sont très mal là. Donnez-les-moi, que je les place comme il faut. Paolo. Voilà, signor Bernardo. Paolo tendit la pêchette déjà accrochée à une racine qui sortait d'un rocher. Bernard la prit et la plaça avec deux autres dans un recoin où venaient se réfugier quelques écrevisses. Pendant qu'il arrangeait ses pêchettes, Paolo restait immobile, un peu honteux, un peu mécontent et n'osant le témoigner. François et Christine s'aperçurent de son embarras et s'approchèrent de lui. « Mon cher monsieur Paolo,
lui dit tout bas le petit François, prenons les 4 pêchettes qui restent et allons les mettre près d'un rocher où vous vouliez mettre les autres. Je suis sûr qu'il y a des écrevisses par là. Vous croyez, signor excellentissimo dit Paolo d'un air joyeux. Christine, oui, oui, François a raison, mon pauvre monsieur Paolo, venez avec nous. Paolo sourit et saisit les pêchettes oubliées. Il les arrangea, les plaça très habilement et attendit patiemment les écrevisses. Elles ne tardèrent pas à arriver en foule, si bien que lorsque Bernard leva sa pêchette en criant d'un air triomphant « J'en ai 3 !» Paolo leva les siennes et s'écria avec une voix retentissante « J'en ai 18 et des superbes ! Bernard 18 près de ce rocher ? Pas possible !» Bernard et Gabriel coururent aux pêchettes de Paolo et comptèrent en effet 18 belles écrevisses. « C'est vrai, » dit Gabriel. « Monsieur Paolo avait raison. »« Et Bernard a eu tort, » dit Christine à Gabriel en s'éloignant. « Il a fait de la peine à ce pauvre monsieur Paolo, qui est très bon et très complaisant. » Gabriel. « Oui, mais il est si ridicule. » Christine. « Qu'est-ce que ça fait, s'il est bon ?» Gabriel. « C'est vrai, mais c'est tout de même ennuyeux d'être ridicule. » Christine. « Gabriel, est-ce que tu n'aimes pas François ?» Gabriel. « Si fait, mais je voudrais pas être comme lui. » Christine. « Et moi, je le trouve si bon que je l'aime 100 fois plus que Maurice et Adolphe de Cibran, qui sont si beaux. » Gabriel. « Pas moi, par exemple. François est bon, c'est vrai, mais quand il y a du monde, je suis honteuse de lui. » Christine. « Moi, jamais je ne serai honteuse de François, et je voudrais être sa sœur pour pouvoir être toujours avec lui. » Gabriel. « Je serais bien fâchée d'avoir un frère bossu. » Christine. « Et moi, je serais bien heureuse d'avoir un frère si bon. » Signorina Christina dit bien, fait bien et pense bien, dit Paolo, qui s'était approché d'elle sans qu'elle le visse. Gabriel. « Comme c'est vilain d'écouter, monsieur Paolo. Vous m'avez fait peur. » François. « Monsieur Paolo, venez m'aider, je vous prie, à prendre les écrevisses et les mettre dans une terrine. » Paolo alla vers François, qui achevait de retirer les écrevisses des pêchettes. Il les mettait à mesure dans une terrine couverte. « Paolo, pourquoi vous m'appelez, puisque c'est fini, signor Francesco ?» François rougissant. « Parce que j'avais besoin de vous, de votre aide. »« Non, non, ce n'est pas ça, » dit Paolo en secouant la tête. « Il y a autre chose. »« Dites le vrai. Paolo sera discret, ne dira rien à personne. » François. « Eh bien, c'est parce que Gabriel était embarrassé et que vous la tourmentiez. J'ai voulu la délivrer. » Paolo. « Vous avez entendu ce qu'elles ont dit. » François. « Oui, tout, mais il ne faut pas qu'elles le sachent. » Paolo. « Et vous venez au secours de Gabriel? C'est bien ça, c'est bien. Et vous ferez grand comme le signor papa. Vous verrez. » François se mit à rire. Il ne croyait pas à la promesse de Paolo, mais il était reconnaissant de sa bonne volonté. La pêche continua quelque temps, pêche miraculeuse, car ils prirent en 2 heures plus de 100 écrevisses, grâce à Paolo et à François, qui plaçaient bien les pêchettes et qui saisissaient les écrevisses au passage. La journée s'acheva très heureusement pour tout le monde. Madame des Ormes, enchantée d'avoir 2 personnes de plus à inviter, fut charmante pour Monsieur de Nancey, qu'elle engagea à venir dîner chez elle le surlendemain avec François. Monsieur de Nancey allait refuser. Quand il vit le regard inquiet et suppliant de son fils, il accepta donc, à la grande joie de Christine et de son ami François. Madame des Ormes invita Paolo, qui salua jusqu'à terre pour témoigner sa reconnaissance. Monsieur et Madame de Saint-Yann trônirent aussi de venir avec Bernard et Gabriel. En s'en allant, Madame des Ormes permit à Christine de se mettre dans la calèche, sa toilette ne devant plus être ménagée. Christine était si contente de sa journée qu'elle ne pensa à sa bonne qu'en descendant de voiture. Heureusement que la bonne n'était pas rentrée et que Christine, aidée de la femme de Daniel, eut le temps de se déshabiller, de se coucher et de s'endormir avant le retour de Mina.